Certains pensent que il a fait un discours de guerre. Et pourquoi dire, par exemple, que les FDLR sont les patins de l'armée rwandaise? Ça, c'est la première question. Deuxième question, sont les patins de l'armée rwandaise. Pourquoi Joseph Kabila revient sur son serment militaire? Trois questions en série à répondre rapidement. Parce que les Congolais en ont payé les prix les plus chers de la présence des FDLR. Ça a toujours été un motif utilisé même par le Rwanda et compris par la communauté internationale pour coincer l'armée congolaise. Alors, quelqu'un de conscient, lorsqu'il dirige le Congo, il ne peut plus aller utiliser ça parce que c'est affaiblir l'armée. Comme opposant le dit, là, vous avez fait un mauvais choix. Ce n'est pas mal dire. Pardon? Son serment militaire, pourquoi revenir sur ça maintenant? Mais parce que c'est jusqu'à la mort. Je verserai mon sang jusqu'à la mort. C'est pour la patrie. Qu'est-ce qu'il voudrait insinuer? Vous n'êtes pas Kabila. Cette question, on aimerait bien la poser en face de lui. Mais vous pouvez mieux en cerner le contour et éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. C'est toujours une trahison pour un militaire qui ne défend pas sa patrie. Dans le cas d'espèce, quelle pourrait être donc sa contribution? Être encore sur le terrain, porter sa tenue et son arme à main? Bon, je ne sais pas si c'est nécessairement, il faut porter la tenue, je ne sais pas. Il rappelle son serment. Est-ce qu'il faut nécessairement porter la tenue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il a rappelé son serment par rapport à la passion du Congo et à cette volonté de mettre fin à la dictature. Parce qu'en réalité, l'ennemi du Congolais aujourd'hui s'appelle la dictature. C'est le premier point, la première proposition faite par Joseph Kabila, mettre fin à la dictature. Mais comment y mettre fin? Il lance un appel au départ de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, c'est selon ma compréhension. Mais pourquoi Gédéon? Les gens doivent toujours mettre les noms des gens devant. Et si Félix aujourd'hui commence à respecter la Constitution et qu'il va dans le sens où tous les Congolais l'acceptent, qu'il y ait cette volonté commune de tous les Congolais de mettre fin à la crise et mettre fin à la dictature, ça ne sera pas lui. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité
et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Et contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Le grand oral tant attendu de l'ancien chef de l'État a finalement eu lieu. Un discours de près de 45 minutes qui revient sur le grand sujet d'actualité. Et dans cette adresse à la nation, tout a été bien choisi et calculé. Le décor, la posture, le temps, et j'en passe, et des meilleurs. Et une plume trempée dans le miel et qui semble redonner ici de l'espoir à tout un peuple. Parce que l'ancien chef de l'État, dont les immunités sénatoriales ont été levées quelques heures plus tôt par la Chambre haute du Sénat, il a précisé que l'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort de tout un peuple. Ce sont là le mot choc de l'ancien chef de l'État qui a tenu à lever toutes les zones d'ombre. Nous sommes donc contents ce matin, en ce jour, en ce samedi 24 mai 2025, nous choisissons de tourner car le devoir l'exige. Et nous sommes honorés d'avoir sur ce plateau Ferdinand Cambéré, en dépit de ses multiples occupations, il a jugé défendable de répondre à notre invitation. C'est avec lui donc que nous allons devoir décortiquer sans complaisance les non-dits et les dits du discours de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Soyez les bienvenus, maître Ferdinand Cambéré Kalumbi. Nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau. Merci Gédéon pour cette invitation. Actualité oblige, les enjeux aussi. De vous être dérangé. C'est quand même un week-end où habituellement vous ne venez pas travailler. Mais vous avez dérangé votre repos ainsi que les repos de tous les héros dans l'ombre. N'est-ce pas que ça vaut la peine? Pour l'organisation de cette émission. Merci. Que j'espère fera plaisir à vos nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ligne. Je disais il n'y a pas longtemps que tout a été bien choisi. Le décor, la posture, le ton. Est-ce également ça votre impression après avoir suivi le discours tant entendu de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est votre président national du PPRD? Fier de lui et fier encore d'être kabiliste. Je crois que hier, il s'est montré à cet homme-là, à qui nombreux Congolais
placer leur espoir pour la refondation de la République, pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. C'est celui-là qu'on l'a vu à l'œuvre dans les 5 chantiers, on l'a vu à l'œuvre dans tous ces efforts et sacrifices ensemble avec la population et la communauté internationale pour mettre fin à l'insécurité, à l'instabilité de l'Est. Et que hier, je crois qu'il a rappelé à nombreux. Quand je vois cette population de l'Est qui a appelé, qui a suivi avec intérêt. Mais il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Je voudrais, moi, ici, vous dire un constat, que souvent, c'est des mathématiques dont on dit qu'elles sont des sciences exactes, mais il y a aussi la sémiologie. Cette science des signes. Quand on dit les signes ne trompent pas, c'est aussi une science exacte en réalité. J'ai vu qu'avant qu'il ne prononce son discours, comment le silence s'est imposé. Et presque dans tous les cas. Presque tout le monde est obligé de se dire je dois être dans un lieu calme où il y a un silence pour suivre ce qu'il va dire. Parce qu'on estime que ce qu'il a à dire est pertinent et important pour la survie de notre nation. Voilà, donc on a donné l'importance à cet instant-là qui était dédié non seulement à l'opinion nationale mais internationale. Je suis en train de voir aussi la lecture de ceux-là qui nous dirigent, qui nous ont plongés dans cette crise ici, et pour laquelle hier nous avons suivi la lecture encore une fois du Raïs, et que même ceux-là qui défendent les régimes, maintenant ils sont là, et toujours avec les mêmes jérémiades, avec les mêmes accusations. Alors qu'ils auraient dû profiter de ces discours, de ces temps qui se sont donnés, ils se sont imposés un silence, pour les suivre aussi. Ça veut dire qu'ils l'ont suivi de bout à bout. Et que, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils risquent de ne pas y tirer la sagesse dans ce discours-là. Un discours plutôt rassembleur. Un discours sage et profond. Sage et profond. Qui a appelé les uns et les autres à la conscience de la patrie. Est-ce que vous attendiez-vous particulièrement à ce genre de discours de la part de celui qui a présidé au destin de la nation pendant 18 ans? Peut-être pas vraiment, même si au quotidien vous êtes resté sur votre faim? Nous connaissons l'idéologie kabyliste par rapport à ce qu'il y a comme crise aujourd'hui. Et que aussi, mais les leaders restent toujours les leaders. Ils restent toujours l'éclaireur des voies à suivre pour le reste. Si vous voyez comment de la passation du sommet, d'abord de son avènement au pouvoir en 2001 après l'assassinat de son père, il trouve un pays émietté et que pendant 18 ans, on passe à Sand City pour mettre les Congolais ensemble. Il y a l'accord global et inclusif de Sand City. On a la constitution qu'on doit mettre en application. Il y a des lois qui devaient suivre et des législateurs qui ont suivi. Et puis l'alternance qui en réalité qui a été couronnée par une loi du 26 juillet, parce que vous avez parlé des immunités ici, une loi du 26 juillet 2018, en réalité, comme une garantie supplémentaire à cette alternance démocratique et pacifique, à faveur des anciens présidents, pour que nous enterrions à jamais cette culture de la dévolution de pouvoir par de voies forcées, par des coups d'État, mais que nous intériorisions plutôt cette dévolution du pouvoir par des voies démocratiques. On a senti un homme qui revenait sur tous ces cheminements, mais qui, quelque part, a été brisé par un coup d'État en 2020, lorsque finalement, une majorité qui était parlementaire, sa bonne foi a été abusée par ceux-là qui, au pouvoir, ont pensé que
et la Constitution et les lois de la République n'ont aucun sens, et de tous les efforts de pacification, tout ce qu'on a fait pour neutraliser les M23, tout a été remis en cause. Accord cadre d'Addis Abeba et les pactes de paix et de stabilisation de l'Est, tout ça a été mis de côté pour nous ramener dans un schéma dans lequel on est aujourd'hui, mais qui a plongé les pays dans les chaos. Et que ce qui est plus grave, c'est qu'on veut justifier cette gouvernance-là en ignorant les chaos. Donc il regrette en demi-mot l'héritage et les acquis dont il a été l'un des artisans majeurs. Voilà. Nonobstant cela, il n'a pas démenti sa passion, sa détermination, son engagement pour recoller les morceaux et sauver les meubles. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit du début de son discours jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui vous a le plus captivé dans ce discours, en presque de 45 minutes? Oui, c'est un discours de près de 45 minutes, mais dans lequel il a continué à démontrer qu'il a encore la passion du Congo. C'est la passion du Congo qui doit dicter son comportement. Et donc, devant la crise politique multiforme, parce qu'entre-temps, l'impact sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires, on voit que le pays n'est plus celui qu'il a laissé, il n'est plus dans ses frontières qu'il avait laissées. Et il a dit que la situation du pays à sa prise de fonction, de pouvoir, en 2001, était bien pire que la situation dont a hérité son successeur, Félix Tshisekedi, en 2019. Et là, je suis d'accord avec lui. Félix, lui, a hérité un pays qui avait déjà tous les outils pour vraiment prendre l'envol. Tout lui était donné les réformes sur un plateau institutionnelles, y compris avec le code minier. Kabila en a payé de sa popularité, le prix de sa popularité pour tous les efforts et sacrifices consentis, par exemple, dans cette mise à place d'une armée républicaine. Ça veut dire beaucoup de choses. C'était quand même des factions de rébellion qu'on a mis ensemble pour construire une armée. Il y avait RCD qui a amené des militaires, il y avait les KML qui amenaient, il y avait MLC qui amenait des militaires venant de partout. Et tout ça, les caps devaient être fixés dans la philosophie d'avoir un État qui ne rentre pas tout le temps dans les discours de haine, des discours mensongers, des discours qui divisent, des clivages. Cet effort a été mis ensemble pour que ce pays-là soit revêtu de ses lettres de noblesse, comme un grand État qui est un grand éléphant, c'est vrai qu'il était affaissé, mais qui est en train de se relever. Tout à fait. Mais malheureusement, tout ça, il n'y a plus rien de tout ça. Maintenant, c'est l'arbitraire. C'est la force, c'est le droit de la force et non la force du droit qui agit aujourd'hui. L'impunité joue, les clivages tribaux, les communautés sont opposées les unes et des autres. Vous parlez de l'Est ou des Moussoaïli, vous parlez des Mukongo, ces discours ont repris surface. Alors qu'il y a des priorités, il y a des projets. Mais avec ces révélations de l'ancien ministre Nicolas Kazadi, ou même les fonds qui doivent être alloués au projet ont été distribués à volonté et personne n'est allé en prison. Mais c'est parce que lui, comme ancien président de la République, a opiné sur la crise, a donné sa lecture sur la crise, ça devient lui l'animal à abattre. C'est ça que c'est. Ceux qui doivent aller en prison ou en justice, ils n'y vont pas. Mais ceux qui opinent sur une question nationale comme la crise présente, c'est eux, maintenant, les animaux à abattre. Et puis, revenons un peu sur, parce que c'est une question d'actualité, sur ce qu'a fait le Sénat. Que moi, je croyais, lorsque
cette commission peut être dirigée par un Lutundula qu'on connaît bien comme un grand juriste. Depuis l'époque de la conférence nationale, nous on était encore peut-être tout jeunes et on suivait. Je me rappelle, on était, je crois, à l'Inikin ici, dans les gens 1, ainsi de suite, mais comme les fermetures, c'était tout le temps. Mais c'était quand même un grand nom. Mais quand il préside une commission comme ça, on ferme les yeux sur le droit. Beaucoup pensent que c'était une victoire de la justice sur l'impunité ou encore sur une victoire. Non, là c'est l'état de droit qui a saigné. Saigné, parce que, lorsqu'on confond des notions élémentaires comme un sénateur à vie, et on ne sait pas qu'en réalité, l'appeler sénateur à vie ne dit pas nécessairement qu'il est sénateur et que, par exemple, son régime ou la procédure pénale pour les traîner en justice, s'il y a vraiment des infractions, c'est leur régime d'un simple sénateur ou d'un sénateur élu qui a des suppléants, qui a une circonscription élu ou coopté, parce que même j'ai suivi un autre, il dit, bon, il n'est pas le seul sénateur qui n'est pas élu, il y a aussi des chefs coutumiers qu'on copte. C'est une confusion totale. Même les chefs coutumiers, lorsqu'ils sont cooptés, c'est pour représenter leur circonscription, ils ont des suppléants aussi, et c'est pour un mandat de 5 ans. Vous ne pouvez pas donc dire que parce qu'on copte aussi des chefs coutumiers, c'est la même chose qu'un sénateur à vie. Un sénateur à vie, ce n'est pas un poste, ce n'est pas un siège, c'est un titre honorifique qui est donné à celui qui a le statut d'un ancien président de la République. Et donc, la procédure pénale, pour le traduire en justice, c'est la loi du 26 juillet 2018 et non le règlement intérieur. Alors, lorsque ce sont les Lutundu là, je vois le président du Sénat, je ne sais pas moi quel autre parlementaire était là-bas, vous appliquez les régimes pénal d'un sénateur, vous voulez l'appliquer à un sénateur à vie qui a sa propre loi, qui est une loi non seulement pour l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, ça paraît comme sa loi parce qu'il est encore seul, mais demain, Tshisekedi le sera. Après Tshisekedi, ça sera aussi quelqu'un d'autre qui viendra. Ainsi, comme pour sceller une garantie de plus à ceux-là qui deviendront des anciens présidents de la République, mais qu'on ne peut pas dire qu'ils sont collègues aux autres sénateurs qui sont là élus pour un mandat de 5 ans par 2 ou 3 députés provinciaux. Et pour vous, comment cette levée d'immunité de l'ancien chef d'État sonne? Non, d'abord, ils ont levé les vents. Parce que sénateur à vie, ce n'est pas un siège. Son statut, c'est celui d'être un ancien donc, il a deux président statuts dont il joue. Non, il n'a pas deux statuts. Le sénateur à vie et d'un ancien chef de l'État. Non, il n'y a pas un statut d'un sénateur à vie. Il n'a qu'un seul statut d'ancien chef de l'État. Voilà. D'ancien président de la République. C'est son statut. Donc les statuts ou les titres honorifiques des sénateurs à vie, c'est la conséquence d'avoir dirigé, d'avoir été à la tête du pays. Juste un titre honorifique qu'on lui accorde aussi. Mais vous ne pouvez pas dire nous avons levé l'immunité des sénateurs à vie. Pour qu'il soit quoi? Alors vous pensez que l'examen du réquisitoire de l'auditeur général de FARDC a été traité avec beaucoup de légèreté dans la chambre haute du Parlement, supposée être la chambre des sages? Oui, qui est supposée être la chambre des sages, mais malheureusement qui est devenue, comme pour emprunter les termes d'Iraïs, qui est devenue finalement une chambre d'enregistrement de toute la volonté. Imaginez, c'est un ministre de la Justice qui, lui, par un communiqué, les 19, débite les accusations. Ici, dans ces réquisitoires présentés, du reste par l'auditeur général militaire, alors que les règlements, l'article qu'ils ont lu, parce qu'en réalité, l'auditeur général militaire est près de la haute cour militaire. Et la haute cour est inférieure à la cour de cassation.
Mais eux, ils prennent ces réquisitoires-là, ils l'examinent, donc ils les jugent recevables, on ne sait même pas comment. Ils n'ont même pas permis aux Congolais de suivre les débats en public. C'était toujours à huis clos. Et les informations que nous avions au Parlement à ce moment-là, même le huis clos, l'administration ne participait pas. Donc un complot organisé, une messe noire, qui a fait la honte de la République, qui a fait la honte de ce Sénat-là. Et puis, les griefs ou ce qui a été retenu à sa charge, est-ce que c'est aussi convaincant, solide, pour faire obtenir la levée d'immunité d'un ancien chef de l'État? Ou les mettre en accusation, ou encore autoriser à la justice d'engager des poursuites contre lui? Tu as difficile déjà de dire qu'on a levé l'immunité d'un sénateur à vie. Comme sénateur à vie, il n'a pas d'immunité. Les immunités, il les a comme ancien président de la République parce que c'est ça son statut. Et ça, c'est géré par une loi particulière. Il a un statut spécial. Il a un statut spécial. Il n'est-il pas payé comme tout sénateur? Non. Il n'a pas de circonscription électorale, il n'a pas de suppléants. Voilà. D'ailleurs, ça c'est un rappel. Est-ce qu'il est chez les mêmes comptables et il reçoit la même chose? Des avantages en rapport avec la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État. Voilà. Lui, c'est, quels que soient donc les avantages par rapport s'il y a un émolument, s'il y a ceci, c'est par la loi du 26 juillet 2018 et non par le règlement. Est-ce qu'ils ont un même comptable qu'il a payé et ils ont les mêmes émoluments qu'ils lui donnent? Pourquoi maintenant qu'il s'agit d'inventer un procès, de vouloir inventer vite un procès, lui, alors que le règlement, l'article 224, ne parle pas de la haute cour, ne parle pas de l'auditeur général, dit que le juge naturel du sénateur, c'est la cour de cassation. Mais pourquoi ils ont reçu une requête qui vient d'un auditeur général militaire? Pourquoi? Parce que ce qui chapeaute les juridictions de droit commun, dont les juridictions militaires, c'est la Cour de cassation. Pourquoi ce n'est pas la plus haute autorité de cet ordre judiciaire qui lui est venu avec une réquisition comme on le ferait pour tout autre sénateur? Pourquoi quand c'est l'ancien président, maintenant on pense que c'est l'auditeur général? Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est ça le complot. C'est ça l'échec. Quels sont les effets politiques et juridiques même, cette levée d'immunité? Non, c'est divin. Ils ont levé divin. Il n'a pas l'immunité parlementaire. Il ne l'est pas. Il a un titre. Il a un titre simplement qu'on lui donne par la Constitution d'être un sénateur à vie. Ce n'est pas un sénateur par circonscription élu. C'est un sénateur à vie. Donc la logique dont l'immunité est gérée par une loi. Ce n'est pas par les règlements intérieurs du Sénat. C'est par une loi particulière, spéciale à cette catégorie des personnalités de la République. Et selon vous, donc pour moi, quelle peut être la suite, parce que si suite logique de l'action entreprise au Sénat? Ça n'a même pas de conséquences. Parce que si vous prenez les valeurs de loi, ce qu'ils vont prendre comme décision par main levée, je ne sais pas si c'est par bulletin, Kabila, tous ont demandé l'immunité. Cette décision-là, c'est un acte d'assemblée. Et un acte d'assemblée, est-ce que ça a une valeur supérieure à la loi du 26 juillet 2018? Pour qu'on pense qu'il faut aller l'exécuter par rapport à quoi? Parce que personne n'a fait allusion à cette loi-là. Mais en réalité, lui, s'il a l'immunité, c'est par rapport à cette loi-là. Quand il commet telle infraction, voici comment il faut le poursuivre en justice. S'il commet d'autres infractions de telle catégorie, voici comment. Parce que la confusion qu'ils sont en train de vouloir dire, ah non, donc lui, les infractions qu'il commet, il est dans l'impunité, on ne peut pas le poursuivre. Personne n'a dit qu'on ne peut pas le poursuivre. Mais il y a une procédure tracée dans cette loi. Ce n'est pas dans les règlements. Azamuninga na bangote, comme je dis.
Mais on a l'impression, Ferdinand Cambert, que cette levée d'humilité de l'ancien chef de l'État ne semble pas l'ébranler, puisque dans son tout dernier discours, il n'en a pas fait mention. Pourquoi n'a-t-il pas fait allusion à la question de la levée de ses immunités? Est-ce que le discours était-il préparé il y a longtemps ou c'est à la suite de ce qui s'est passé au Sénat qu'il a jugé défendable enfin de lâcher sa parole? Non, ça veut dire que vous voyez, si on l'a bien compris, leur décision là de honte du Sénat n'était qu'un couronnement d'un long processus où c'est une dictature qui est en train de s'installer. C'est une tyrannie. C'est l'acharnement sur sa personne, sur ses proches, sur sa famille politique. Vous voyez toutes les décisions. Et que ça soit au niveau du Parlement qui devait jouer le rôle de contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir judiciaire, parce que ce sont les trois pouvoirs, qui devaient être aussi indépendants des deux autres et être prêts à trancher conformément à la vérité. On ne sait plus rien. Le Parlement a démissionné. Les institutions de la République et leurs animateurs, il a dit l'illégitimité tirée déjà des élections de 2023 avec cette organisation de la fraude massive aux élections et par une CENI non consensuelle et tout ce qu'il y a eu comme irrégularité dans la composition de la Cour constitutionnelle, ça dit tout. Donc ça dit tout. La crise que nous vivons actuellement, c'est... ça a été la volonté d'un homme, et cet homme s'appelle Félix Tshisekedi. Exactement. Et l'appel de l'ancien chef de l'État est de nous dire que nous devons nous débarrasser de la tentation du pouvoir absolu. Si on en est là, c'est parce que on n'a pas tenu compte de ce que les Congolais ont décidé lors des élections de 2018. Non, en 2006, par la promulgation de la Constitution. Parce que les aspirations de la population sont reprises dans l'exposé des motifs. Pourquoi il y a eu cette Constitution? Vous le savez que c'est depuis 60 en réalité que les Congolais sont recherchés. Mais on dit que cette constitution est devenue obsolète, il faut l'adapter aux réalités, tout ça, et voilà. Mais quelles sont les réalités? Il y a même eu un grand débat sur ces sujets. Mais il faut l'adapter à quelles réalités aujourd'hui? Les détournements qui deviendront cette fois-ci régularisés, donc comme on disait, chez nous la rétrocommission est légale. Les accords. Quelqu'un qui détourne 1 million, c'est quoi? C'est ça, adapter notre constitution à ça? Non. Ces aspirations qui ont été reprises dans la constitution de 2006, les Congolais les recherchaient depuis 1960. Et malheureusement, nous n'avons toujours pas été capables d'honorer ces rendez-vous-là. On a fait de bons textes, par exemple la loi fondamentale qui était votée par le Parlement belge. On se disait, bon, c'était une loi fondamentale, c'est vrai, pour mettre en place un jeune État, mais qu'il nous fallait rapidement une nouvelle constitution, c'était à 64. C'est l'un des meilleurs textes que puisse avoir un pays. Voilà, mais à 64, ça n'a même pas fait une année. Déjà à 65, c'est le coup d'État. Et la plupart de ceux-là qui finalement créèrent les impairs, c'était encore ceux-là qui sont revenus, c'était eux qui étaient d'abord, pour la plupart, les auteurs de la constitution de Loulouabourg. Sans revenir sur leur nom, c'est connu dans l'histoire, mais c'est eux qui ont encore créé les impairs. Et finalement, jusqu'à 81, c'est finalement l'IDPS qui naît, 82 je crois, qui naît. Et dans ce désordre-là, on est allé jusqu'à avoir la conférence nationale souveraine. Les mêmes aspirations ont encore été reprises dans le projet de constitution de la Troisième République qui était élaboré par la conférence, mais ça n'avait pas été promulgué à l'époque.
Donc l'effort... Les pays étaient déjà sur un bien meilleur, ou bien sur une bien meilleure trajectoire. Non, justement, on continue à s'enfoncer depuis le coup d'État contre la Constitution de 1964. Ce dont les gens se sont réjouis là, c'était des efforts de la colonisation, de ce qu'il y avait comme économie florissante. Lorsqu'en 1972, l'économie paraissait forte, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a impunité, détournement, personne n'est poursuivi, zaïrianisation, ajustement structurel, jusqu'à 90, il y a eu des pillages. Parce qu'en réalité, il n'y avait plus de soubassement économique pour soutenir l'économie du pays, pour soutenir la stabilité des institutions du pays. Et que donc, la conférence y a fait aussi beaucoup plus de temps qu'il ne fallait, où le cas Mobutu s'est dressé d'un côté et les autres conférenciers de l'autre. Et on n'a pas réussi à concilier les points de vue. Jusqu'à ce que tout le monde était surpris ici par l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL. Finalement, c'était l'assassinat de Musée. Et enfin, l'avènement du Raïs qui a fait le discours. Que certains qualifient de triste mémoire. Et Kabila, qui est venu suite à cet événement, on le traîne même dans les réseaux sociaux, rebelle un jour, rebelle pour toujours. Mais il y a lieu de clarifier ici. Et Kabila n'a jamais fait de rébellion. D'ailleurs, vous devez savoir qu'est-ce que c'est une rébellion. Pour venir suppiter ou émettre un point de vue sur tel ou tel sujet sociétal important. Allez, dans quelle catégorie... Ce que je peux dire en une minute par rapport à ça, ou bien vous posez... Vous allez prendre les deux au même moment, en une minute. Dans quelle catégorie vous mettez le discours de Joseph Kabila? Est-ce qu'enfin, il se disculpe de tout ce dont il est accusé? On présente pour certains son discours comme un instant de survie. Il se victimise, il se justifie, ou il fixe les perspectives d'avenir ou une déclaration de guerre ouverte contre le pouvoir en place. En une minute. Encore ceux qui vont chercher les pouces sur la tête des chauves, peut-être. C'est eux qui iront dans tous les sens. Mais en réalité, lui-même dans son discours, il dit que c'est une réflexion. Et une réflexion qu'il met à la place publique comme sa participation à la recherche de la solution. Je demande, ce que les gens doivent se dire, c'est que la crise est profonde. Il n'y a que les inconscients qui ne voient pas ça. Il n'y a que les inconscients qui continuent à renouveler l'état de siège sur des territoires qui ne savent même plus contrôler. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des révélations que j'ai suivies dans un débat du Parlement. J'étais étonné qu'on continue à revenir sur l'état de siège, qui a facilité les M23 à entrer. Les M23 qui étaient quand même aussi invités ici par la volonté du pouvoir. Et qui n'ont jamais et actuellement refusé. qui met en œuvre cet état de siège. Et même quand on parle de notre armée, moi je me dis, je suivais les autres là, Kabila n'a pas parlé, c'est pas moi quoi, de l'armée rwandaise. Mais quand il dit que toutes les armées doivent partir, vous avez même amené l'armée rwandaise ici, ils sont allés à Kigali, même si c'est plus le M23 dont il est question quand on parle. La feuille de route, c'était Lutundu là ici qui veut faire porter la croix. C'était lui qui était ministre des Affaires étrangères. La feuille de route qui était signée tout le temps par lui et par un ministre des Affaires étrangères rwandais. C'est Lutundu là ici. Et chaque fois qu'ils allaient à Luanda et qu'ils discutaient avec le Rwanda, ont-ils entendu parler du nom de Kabila? Dans tous ces débats-là, que ce soit à Luanda, que ce soit dans les sommets conjoints, EAC, SADC,
Et même lorsqu'on parle de la résolution 27 dont ils se sont fait féliciter et qu'on leur demandait de négocier avec les M23. À Luanda, on demande qu'ils négocient avec les M23. Et dans le sommet conjoint SADC, on leur demande de négocier avec les M23. Ça devient l'affaire de Kabila. C'est quand même très facile. Même une question de l'AFDEL, comme vous disiez, pour me rattraper par rapport à ça. Allez-y. Cette histoire-là de l'AFDEL, en réalité, ce qu'on appelait affaire Banyamulenge, ce n'était qu'une manifestation d'une gouvernance de l'époque d'Iemper qui ont donné à ces gens la nationalité zaïroise à l'époque. 1971-1972. C'est qui? C'est quel régime? En 72, Kabila naît. Il est en train de naître. C'est lui qui est venu avec les Rwandais ici. C'est Kabila qui a mis Bisengimana, directeur de cabinet de Mobutu, pendant 9 ans ou 10 ans. C'est lui. Et ceux qui étaient déjà dans l'armée de Mobutu à l'époque, c'est quoi le débat? Nous devons être capables de nous assumer dans ce que nous faisons et surtout, si on veut s'appeler... Mais on dit que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est lui qui est légitime, qui affirme ça, c'est le chef de l'État. À partir de quand les Banyamulenge sont des Congolais et ils se sont retrouvés sur notre territoire congolais, à partir de quelle année? Puisque la constitution est claire. Moi, ça m'étonne. Et Congolais, tout celui qui était sous le territoire national avant 1960, avant l'indépendance donc du pays. Oui. Ça veut dire, donc ça veut dire que le Rwandais ou encore le peuple rwandophone ou le Banyamulenge était sur notre territoire bien avant l'arrivée de Kabila au pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Et que lorsqu'ils font des revendications, ce n'est pas des textes obtenus sous les impairs. Même lorsqu'on chasse une partie, je crois, à la conférence nationale souveraine, c'était Kabila qui était à la conférence. Merci. Et donc, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que d'un côté, Félix, il dit non, les Banyamulenge sont nos frères, sont des Congolais. Et qu'il y en a d'autres qui sont même dans son gouvernement, il semble d'autres à son cabinet, à la présidence. Mais on largue leur communicat, raconter autre chose à l'opinion. C'est ça les mensonges dont a parlé le président. Allez, vouloir tordre l'histoire de notre pays. Alors que nous devons plutôt l'assumer pour avancer. Et dit selon le jeu ou encore... il a parlé, il a utilisé des mots un peu forts en parlant de... l'opposition des naguères, dont le jeu pervers est de diffamer, diaboliser et changer l'histoire, modifier l'histoire au gré de leurs intérêts. Parce que si on pouvait les tolérer quand ils étaient dans l'opposition, mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, qui trouvent des solutions à des questions réellement des Congolais. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. C'est la moindre des choses. Mais vouloir cacher maintenant l'échec de sa gouvernance dans les questions essentielles, dans les questions existentielles même des Congolais, et vouloir maintenant imputer ça à quelqu'un d'autre, là, c'est pas sérieux du tout. Allez, merci. Là, c'est pas sérieux on va y revenir avec un autre aspect du discours de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, assez suivi, beaucoup commenté en ce moment sur toutes les chaînes et les sites internet. On va suivre cet extrait avec la complice de la régie et on revient ici pour demander ce qu'en pense Maître Ferdinand Kambere. Mobilisons-nous et mettons à profit tous les moyens à notre disposition pour restaurer l'unité nationale, sauver le Congo et préserver son indépendance. Car l'Afrique et le monde nous regardent. Mes chers compatriotes, le Congo vaut mieux que la caricature qu'en donnent ses dirigeants actuels. Le Congo mérite mieux que cette politique extérieure faite de jérémiades et de mendicité. J'ai donc la ferme conviction que le peuple congolais est capable, aujourd'hui comme en 1960, de vaincre le démon de la division.
qu'il est capable aujourd'hui, comme au cours de la décennie 90, de vaincre la tyrannie et la tentation du pouvoir absolu. Qu'il est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre le dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose ses enfants. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Ce qui nous divise est plus fort, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est, en d'autres termes, ce que voulait dire justement Joseph Kabila, appelle à la responsabilité. Nous devons changer notre image parce que les résultats que nous avons sont tributaires de cette politique extérieure qui ne nous fait pas respecter, qui est basée sur des jérémiades et sur une mendicité qui ne dit pas son nom. En une minute, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre d'autres aspects de son discours. Non, je crois que, comme nous l'avons dit, son discours est l'appel à la responsabilité, comme lui-même l'a dit. Nous ne pouvons pas tout le temps mal présenter notre pays et rester dans les jérémiades et dans la mendicité. Venez prendre nos minéraux, venez ceci, venez ceci. Nous n'avons pas l'armée, venez vous battre à notre place. Hein? Non, nous avons l'obligation d'avoir une armée, de la former, et une armée qui soit républicaine, qui soit dans sa mission républicaine de veiller à la sécurité de nos frontières. Cette armée-là, l'image est partie, l'image n'est plus là. Quand on voyait les gens, des commandants, je crois que c'était à Lubero, là où on fait monter des militaires sur des motos et tout ça, au tas de Kabila, c'était quand même une armée de cette fierté. Félix vient de faire 6 ans. En réalité, même pas un seul défilé dont on peut se dire fier. En dehors de ce qu'on a fait comme cocktail, comme on disait, mais qui ne faisait que survoler sur Kingakati, on ne sait pas quelle photo on prenait. Mais il y a un cadre du régime qui a répliqué à ces propos en disant que tacitement, Joseph Kabila appelle le militaire à une désobéissance, c'est en leur faisant croire qu'il est payé et entretenu mieux qu'aujourd'hui. Il s'agit de Peter Kazati. Voilà, c'est toujours des boucs émissaires. Je serais mécontent si les pleurs des militaires ne sont pas attendus sur la rue, sur la voie publique. Je serais mécontent que nous apprenions que nos militaires ont repris tel territoire, tel autre territoire, tel autre territoire. Je serais mécontent. Donc Peter Kazati n'a pas du tout raison. Comment il va avoir raison? Ils ont la responsabilité de nous montrer une armée aguerrie et une armée prête à reprendre Goma. Vous voyez, vous pensez, Gédéon, que par exemple cette population du Nord Kivu, elle est contente lorsqu'on sait que pour quitter Goma et aller à Beni et à Butembo, on passe par Kiwanja, on passe par Kanyabayonga et ainsi de suite. Mais simplement, on ne sait pas quel joue à quoi, à quel jeu on joue, où joue le pouvoir, où on a imposé la voie du Rwanda. Il fallait transporter les populations à passer par le Rwanda et l'Ouganda alors qu'on prétend qu'on est en guerre. Comment ils ont négocié tout ça? En allant plus loin, en analysant plus loin froidement, est-ce que Joseph Kabila, dans son discours, n'essaie-t-il pas de souffler en même temps le chaud et le froid? Par exemple, quand il ignore la présence de l'armée rwandaise, quand il amplifie les revendications du M23 et du Rwanda en justifiant la justesse de leur action sur notre territoire, ça ne vient pas de moi, mais toujours de Peter Kazati. Ça me fait rire, et tu sais pourquoi ça me fait rire? Déjà depuis Namibie ou Afrique du Sud, Kabila a appelé les retraits de toutes les armées étrangères. Mais sans condamner. C'est l'instant l'agression dont la RDC est victime dans sa partie orientale. Mais qu'est-ce qu'ils appellent agression? Lorsqu'on dit
nous ne voulons plus d'armée étrangère sur le sol congolais. Ce n'est pas seulement l'armée rwandaise, à ce moment-là, c'est aussi l'armée ougandaise qu'ils ont invitée. Mais les massacres n'ont jamais cessé. On a encore égorgé dans le territoire de Beni. Alors que l'armée ougandaise qu'ils ont invitée est là. Mais ont-ils déjà arrivé à rompre cette convention avec l'Ouganda? Et l'attitude et même la communication de cette armée à travers le général Mouozi sur dénigrant et les gouvernements, dénigrant et la présidence, dénigrant. C'est cette attitude qui dénigre notre armée. Est-ce que c'est à la fierté de nous, Congolais? Non. Ont-ils déjà demandé à cette armée ougandaise de quitter? Et même le Rwanda. Ils sont à Luanda tout le temps avec les gouvernements rwandais. Qu'est-ce qui était tout le temps signé? Qu'est-ce qui était tout le temps signé? Parce que c'est eux qui signaient, ce n'est pas Kabila qui devait aller là-bas signer. Et tout ce que la population attendait, qu'il fasse ramener, qu'il neutralise les M23. Mais les Rwandais, le Rwanda, venait en avocat d'IM23 sous la table de négociation avec le gouvernement ici. Alors que l'accord cadre, comme l'a rappelé l'ancien président de la République, si c'était servi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il y avait une interdiction formelle pour que ces pays-là ne soutiennent plus de groupes armés. Ils n'ont pas voulu utiliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi? Alors, on prend cette question. Kabila qui lui a obtenu que plus jamais le Rwanda ne soutienne un groupe armé ou une rébellion en RDC, lui c'est lui le mauvais, alors que en réalité c'est eux qui ont soutenu que les M23 soit le Rwanda soit toujours l'avocat du M23. On prend dans toutes les négociations ils sont ensemble. Et vous allez y répondre. À Doha, à Washington, ils sont toujours ensemble. Là où passe le Rwanda vient avec les M23. Et le gouvernement vient y tromper que c'était la ligne rouge. Mais qui négocie avec eux? C'est Kabila? Pour Kabila, il donne un plan de sortie de crise en 12 points. Et on va y arriver. Il les a énumérés clairement. On va y arriver. Mais certains pensent que il a fait un discours de guerre. Pourquoi dire par exemple que les FDLR sont les patins de l'armée rwandaise? Ça c'est la première question. Deuxième question, sont les patins de l'armée rwandaise. Pourquoi Joseph Kabila revient sur son serment militaire? Trois questions en série à répondre rapidement. Parce que les Congolais en ont payé les prix les plus chers de la présence des FDLR. Ça a toujours été un motif utilisé même par le Rwanda et compris par la communauté internationale pour coincer l'armée congolaise. Alors, quelqu'un de conscient, lorsqu'il dirige le Congo, il ne peut plus aller utiliser ça parce que c'est affaiblir l'armée. Comme opposant le dit, là vous avez fait un mauvais choix. Ce n'est pas mal dire, Gédéon. Aujourd'hui on est en train de payer. S'il y a cessé, pourquoi ils signent les cessez? Est-ce que cette analyse rencontre la réalité sur terrain? Non, justement. À moins que ces gens ne considèrent que la partie déjà occupée par les M23, c'est le Rwanda. Et que ça ne nous concerne plus. Mais nous, les populations qui sont là, aujourd'hui, ils n'ont ni commerce, ni travaux champêtres. Il n'y a plus d'activité champêtre, il n'y a plus d'activité de commerce. Les banques sont même déjà fermées, là où il y a ces gens-là. Vous pensez que ces gens-là, eux aussi, ils se considèrent comme le gouvernement les considère comme des Rwandais, donc ils se considèrent aussi Rwandais, où ils demandent, ils continuent à demander que ces territoires soient reconquis. C'est ça le problème. Pourquoi aller utiliser un prétexte de votre adversaire pour que lui ait l'argument pour vous imposer un cessez-le-feu qui ne finit pas? Et son serment militaire, c'était ça le prétexte de cessez-le-feu. Il revient sur ça, qu'en pensez-vous? Pardon? Son serment militaire, pourquoi revenir sur ça maintenant? Mais parce que c'est jusqu'à la mort, Gédéon. Je verserai mon sang jusqu'à la mort. C'est pour la patrie. Qu'est-ce qu'il voudrait insinuer? Vous n'êtes pas Kabila. Cette question, on aimerait bien la poser en face de lui. Mais vous pouvez mieux en cerner le contour et éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. C'est toujours une trahison pour un militaire qui ne
il ne défend pas sa patrie. Dans le cas d'espèce, quelle pourrait être donc sa contribution? Être encore sur le terrain, porter sa tenue et son arme à main? Bon, je ne sais pas si c'est nécessairement, il faut porter la tenue, je ne sais pas. Il rappelle son serment. Est-ce qu'il faut nécessairement porter la tenue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il a rappelé son serment par rapport à la passion du Congo et à cette volonté de mettre fin à la dictature. Parce qu'en réalité, l'ennemi du Congolais aujourd'hui s'appelle la dictature. C'est le premier point, la première proposition faite par Joseph Kabila, mettre fin à la dictature. Mais comment y mettre fin? Il lance un appel au départ de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, c'est selon ma compréhension. Mais pourquoi Gédéon? Les gens doivent toujours mettre les noms des gens devant. Et si Félix aujourd'hui commence à respecter la Constitution et qu'il va dans le sens où tous les Congolais l'acceptent, qu'il y ait cette volonté commune de tous les Congolais de mettre fin à la crise et mettre fin à la dictature, ça ne sera pas lui. Vous avez tout essayé, vous le voyez demain ou après-demain prendre cette direction. Mais pourquoi il ne peut pas changer de toute cette dérive ici? Si ça vient par lui, pourquoi il ne peut pas y mettre fin? C'est lui qui disait qu'il n'y aura plus jamais de cachots clandestins à son avènement au pouvoir. Mais c'est lui. Et au cas où il ne s'y plairait pas à cette proposition, son père, et au cas où on garderait la même configuration de choses actuelles jugées. Pardon? Comment, au cas où on garderait la même configuration, comment on y mettrait fin dans ces cas à la dictature et à la tyrannie? Ça veut dire si rien n'est changé, si on continuait dans les mêmes pratiques décriées par tous, comment alors le Congolais, dans un sursaut patriotique, un sursaut citoyen que Kabila a appelé, comment on mettrait fin à la dictature? Mais je crois que si vraiment c'est la volonté de Félix, de mettre fin à tout ce qu'on a fait comme révélation, gabegie financière, toutes ces arrestations arbitraires, orchestrées, ou complotées, ou planifiées contre un camp. Alors que le souci de tout le monde aujourd'hui, c'est qu'on se mette ensemble et qu'on comprenne de la même manière cette crise que lui-même a installée. Et qu'on y trouve des solutions. C'est Kabila qui a quand même salué tous les efforts de Doha, de Washington, et même les pactes proposés par l'Église catholique et les églises protestantes. Même s'il n'en est pas totalement convaincu. Non, ça veut dire que l'important c'est la proposition. La démarche souffre encore même de lui a fait faiblesse. Lui-même a proposé. C'est une proposition. Il fait aussi une proposition d'un plan de sortie de crise. Ce n'est qu'une proposition. Mais l'important c'est que les Congolais se parlent par rapport à ça. Le gouvernement a son chemin. Lui, il doit voir Kagame, il doit voir les M23, mais trouver toujours des boucs émissaires, les mettre à la tête de Kabila, trouver toujours des justifications, dire que c'est Kabila qui sont là, aller chercher Washington. C'est son chemin. Mais son chemin là, pourquoi il ne peut pas accepter que tous les autres Congolais, les Fayulu ont des idées aussi, les Katumbi ont des idées, Kabila a mis sous la place publique sa réflexion sur la question. On met ensemble et puis on avance. Mais si il choisit par exemple de dire non, je ne suivrai pas. Pacte social, Bolongwa. Et Kabila, ton plan de sortie avec 12 points. Longwa Kuna. Et c'est pas moi qui l'a. Tout le monde. Moi, mon problème, je vais parler des minéraux, je vais parler de ceci. Ça sera son chemin. S'il veut endurcir son cœur, nous, on va faire quoi? Nous, on va faire quoi? Au moins, Kabila, personne ne va dire ici que Kabila a appelé à une immobilisation de la rue. Alors, il y a quelqu'un qui est resté sur sa faim. Il ne l'a pas fait. Je suivais quelqu'un ce matin qui est resté sur sa soif en tout cas. Et il dit que nous attendons que Kabila nous parle de l'article 64. Voilà. Il a donné son plan. Est-ce que dans son plan, quelque part, vous avez compris qu'il y a, où il a dit, à un moment donné, je vais porter l'uniforme militaire? Non. Il a proposé son plan. Critiquez-le. Soyez objectifs. Et ne vantez pas aujourd'hui des infractions. Par exemple, si quelqu'un est à Goma, il devient membre du M23.
Et en quoi l'UDPS aussi. Et en quoi c'est un discours de guerre, puisque dans l'opinion nationale, on dit, au lieu que ce discours puisse mettre fin à toute supputation, à toute intention qu'on lui prête, ça l'enfonce davantage. Imaginez des discours comme ça. Comment ça l'a enfoncé alors que c'est salué? Et tout le monde attendait qu'il parle. Parce que tout ce qu'on reprochait de sa tribune, la première tribune écrite en Afrique du Sud, de son interview accordée à un journaliste de Namibie et de son interview aussi. On lui a reproché de ne parler qu'en anglais. On lui a reproché de ne parler qu'en anglais. Bon, mais maintenant, là, il s'est adressé cette fois-ci à l'opinion congolaise. Parce qu'en Afrique du Sud, il s'adresse à l'opinion de l'Afrique du Sud. Et il a même salué ceux qui disent qu'il n'a pas parlé de l'armée rwandaise. Lorsqu'il salue la compréhension des pays de la SADC pour faire sortir leurs armées. Mais il attend que ce soit de même pour le Rwanda, pour l'Ouganda. Est-ce que vraiment nous avons, besoin nécessairement d'appeler tout ce qu'il y a là comme mercenaires et dans cette sorte de désordre où on voit qu'en réalité notre armée ne fait que reculer? Non, ça ne peut faire plaisir à personne. Et dans cette guerre entre Kabila et Tshisekedi, ici, il faut l'appeler ici parce que les deux acteurs utilisent tout le moyen à leur disposition pour faire valoir leur cause. Kabila parlait des contacts qu'il a entrepris ces derniers mois avec les anciens chefs d'État et le chef d'État en exercice sur le continent. Il retient de ces échanges quelque chose de fructueux. Vous pensez que dans ce jeu-là, qui de Kabila et de Tshisekedi part avec la faveur des pronostics? La balance pense beaucoup plus en faveur de qui? Moi, je crois que le président Kabila, lorsqu'il parle, il a dit qu'il ne joue pas pour sa modeste personne, ni pour sa famille biologique, non, petite ni personne, pour sa famille et personnalité politique, en ce moment ne compte plus. Il n'est pas en train de se battre pour les PPRD, ni pour sa famille biologique. Je ne sais pas comment les gens y voient une guerre. Quelqu'un qui parle de la nation, qui parle de la patrie. Oh non, il fait la guerre contre qui? Alors, il y a quelqu'un qui est en guerre contre la patrie, alors que c'est lui qui est censé être le gouvernant, le gardien, comme il a dit. Pourquoi ils sont appelés locataires? Quand tu es élu président, on t'appelle locataire à la Maison Blanche, locataire à l'Élysée, locataire au Palais de la Nation. Tu n'es que locataire. Un autre locataire viendra, il te remplacera. Alors il faut garder la maison en bon père de famille. Qui est en guerre contre la patrie? En tout cas, Kabila dit non, je ne suis pas en guerre contre la patrie. Surtout pas pour mes intérêts, surtout pas pour ma famille, même pas ma famille politique. Et sa contribution, à la paix sera de quelle nature? Puisqu'il dit, en ce moment, chacun doit jouer sa partition. Et je m'engage à jouer la mienne. Moi, je m'engage à jouer la mienne et il est en train de le faire. Et c'est ce que tout le monde attendait, mais déjà s'exprimer. Si vous êtes dans une république où on commence à refuser aux gens de réfléchir sur la crise, donc ceux qui ont les meilleures réponses à cette crise, il y a que Tshisekedi, alors que la population souffre. Les massacres continuent, les pillages de nos ressources continuent, les détournements continuent. Mais il continue à dire, vous n'avez pas le droit de réfléchir sur des voies de sortie de cette crise-là. Il n'y a que nous qui avons. Mais finalement, il n'y a que vous. Quelles sont les solutions trouvées? Il fait sa part. Il fait déjà sa part en apportant cette réflexion, sa réflexion sur la crise, sur les voies de sortie. D'abord, on a commencé où est-ce qu'on en est et comment on peut sortir de ça. Le chemin est encore long. C'est une petite contribution, ça. On est encore à la fin. On est déjà à la fin. Merci de votre temps. Votre dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que je demande au peuple congolais de lire avec sagesse ce discours-là. Qui fera date. Qui fera date, qui fait déjà date. Et surtout saluer l'engagement de l'ancien président de la République de se mettre au service de la patrie.
La patrie, c'est appelle tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus s'organise contre tout le monde pour les mettre en péril. Ça, quand même, la Constitution nous demande de nous mettre tous de répondre à ce devoir de sauver la patrie. Il a fait sa part, il appelle tous les autres à s'élever. Le Congo, c'est d'abord, les solutions sont d'abord congolaises. Il y aura des mécanismes régionaux, il y aura des mécanismes internationaux, parce que le Congo ne peut pas vivre dans l'autarcie. Nous serons toujours avec les autres. Mais d'abord nous-mêmes, les respects mutuels entre nous. Hein? Ceux qui ont la dignité, Kabila aussi a droit à sa dignité, a droit à son honneur. Ce n'est pas toujours important qu'il y ait des financements, des campagnes d'intoxication et de diabolisation contre un homme qui a sacrifié sa jeunesse pour ce pays et qui se dit encore prêt. J'invite vraiment les Congolais ainsi que tous les autres à continuer à prier pour cet homme. Que vous voyez bien qu'il y a apparemment un programme de vouloir les mettre tout le temps en danger. Même quand il a parlé, il fait des propositions salutaires pour la sortie des crises. Et c'est le cas du pouvoir de commencer à chercher des poux sous la tête du chef. Je crois que même l'image qu'il a présentée... Son annonce de l'arrivée à Goma fait aussi polémique. Hein? Mais Goma, vous savez, pour nous du Kivu, son arrivée, s'il arrivait, d'abord il y a des gens qui me disent, s'il arrivait déjà même à Goma, ça sera ce discours de la balkanisation va cesser. Ce discours où nous croyons que Tshisekedi est complaisant avec ceux qui occupent Goma aussi va cesser. Parce qu'au moins c'est un gage, c'est une garantie que le Rwanda ne peut pas prendre cette partie et la garder pour longtemps. Et même l'Ouganda, c'est au moins une garantie pour dire non, le Congo restera un et que les Congolais peuvent se parler. Il y va en tant qu'un patriote, il a un patrimoine important là-bas. Et il peut rester à Goma, il peut aller à Butembo, il peut aller à Kisangani, il peut aller à... Si vraiment la volonté chez Tshisekedi et son gouvernement, c'est celui de voir les pays réunifiés, il se féliciterait même de la présence de Kabila là-bas, s'il va aller. En tout cas, je pense que c'est son droit. Je ne connais pas une seule infraction qui sera déduite du seul fait que un politicien ou un Congolais se rend à Goma ou habite à Goma. Ce n'est dit nulle part comme ceux qui sont en train de faire des supputations qu'aller à Goma, c'est être membre du M23. Pas du tout. Ils sont en négociation avec les M23. Ont-ils déjà demandé au M23 si Kabila, oui ou non, est membre du M23? C'est quand même continuer à réduire dans les caniveaux celui qui est comme garantie non seulement de l'alternance, mais aussi pour avoir protégé le Congo dans ses frontières qu'il a léguées. Sa présence là plutôt doit rassurer que être présenté comme c'est pas moi quoi. Donc voilà, encore une fois, quand on prie pour les pays, on prie pour Félix, on prie pour son gouvernement, on prie, priez aussi pour les raïs. Priez aussi pour ses ennemis qui croient que c'est encore l'occasion de trouver des infractions imaginées et inventées à tout bout de champ. Allez, merci beaucoup. C'est avec un réel plaisir que nous vous avons reçu pour décortiquer ou revenir sur le grand oral de l'ancien chef de l'État. Ça fera date certainement, comme vous l'avez dit, et pendant toute la semaine. On aura tout le temps de revenir sur ça avec d'autres aspects que nous pourrons bien évidemment éplucher. Et quant à ce qui nous concerne, nous avons aussi notre partition. Et nous devons la jouer. Non, vous la faites déjà. Alors, très bien. Ici, les titres, c'était contre la balkanisation. Ouais, non à la balkanisation. Non à la balkanisation. En tout cas, la présence de Kabila à Goma, c'est encore affirmé. Dire non à la balkanisation. C'est dire non à la balkanisation. Voilà. Mon mot à moi, ou encore mon petit message, c'est de dire que s'il y a certains
Congolais, certains acteurs politiques qui n'ont rien à perdre. Pour nous qui sommes attachés à la mère patrie, nous avons tout à perdre. Et donc, vous avez donc intérêt à bien vous entendre et à baliser la voie vers la paix pour sauver ce qui peut l'être. Nous vous retrouvons à très très vite avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.